C'est comme si on te débranchait ou qu'on coupait ton interrupteur général. Tu es au milieu d'une fête foraine et d'un coup un bruit sourd résonne dans ta tête. Les lumières s'éteignent, les manèges s'arrêtent de tourner et la musique de jouer. Tu te retrouves dans le noir, complètement perdu, et tu tombes. Et tu peux rien y faire. Je me sens gravement malade depuis déjà 8 ans. Je suis convaincue que quelque chose a basculé dans mon organisme et que mon état actuel est irréversible. Souvent le soir, je déprime à table et je le répète à mon compagnon. Je ne comprends pas que personne ne trouve un traitement. Les mauvais jours, je ne sors même pas du lit. Mes jambes devraient réagir, je ne suis pas paralysé. Mais je n'ai pas l'énergie de les bouger. J'ai le souffle court. Je n'ai pas la force de remplir mes poumons suffisamment pour aller jusqu'au bout d'une phrase sans reprendre ma respiration. Avant de continuer. Quand je vois les jeunes de mon âge, je sens bien que je passe à côté de quelque chose. Heureusement, je ne suis pas encore trop atteinte. Mais il y a des jours où ça ne va pas du tout. Je reste allongée, je peux à peine bouger et j'ai mal partout. Et ça m'angoisse pas mal de penser que je risque de rester comme ça toute ma vie. Sonia Cole, Ralph Lipke et Eileen Braun ont répondu à l'appel que nous avons diffusé auprès de l'Association allemande des malades de l'EMSFC. En tout, une centaine de patients se sont manifestés, tous prêts à témoigner. C'est là que nous avons commencé à prendre la mesure de leur souffrance et de leur désarroi. Nous démarrons notre enquête à l'hôpital de la Charité à Berlin. Carmen Scheibenbogen étudie le syndrome de fatigue chronique depuis de longues années. Ich komme aus der Onkologie. Dort sind wir im Jahr 2020 jetzt wirklich technologisch im... Je viens de l'oncologie, une spécialité où le progrès technologique nous permet aujourd'hui de comprendre en détail de nombreux mécanismes et d'élaborer des traitements ciblés. C'est également vrai en neurologie. Mais les connaissances concernant le SFC en sont là où elles étaient il y a 30 ou 40 ans pour d'autres maladies. La poignée de chercheurs qui travaillent sur ce sujet dans le monde est sans commune mesure avec le grand nombre des patients concernés. On estime entre 17 et 24 millions le nombre de personnes souffrant d'EMSFC dans le monde. Elle serait environ 300 000 en Allemagne et 250 000 en France, en majorité des femmes. Selon les chercheurs, moins de la moitié des cas seraient diagnostiqués. Je suis avant tout profondément désabusée. Jamais je n'aurais imaginé être livrée à moi-même comme ça. Cette maladie ne suscite aucun intérêt, aucune empathie. Quand on se tourne vers les politiques, ils pensent qu'on est un cas isolé, mais c'est faux. Le pire, c'est qu'on disparaît petit à petit.
En 2018, mes voisins ont même cru que j'avais déménagé. On est le 26 octobre. Depuis hier soir, je ne vais de nouveau pas bien. Je n'ai pas pu faire grand-chose aujourd'hui. Je suis restée allongée presque tout le temps. Le moindre effort me paraissait impossible. EMSFC. Des initiales mystérieuses et un nom compliqué pour une maladie redoutable. L'encéphalomyélite myalgique, ou syndrome de fatigue chronique. L'adjectif myalgique renvoie aux muscles. Et l'encéphalomyélite désigne une inflammation du cerveau et de la moelle épinière. L'appellation n'est pas très adaptée, parce que la plupart des patients ne présentent pas d'inflammation au sens habituel du terme. En 2015, on a tenté de trouver un meilleur nom, maladie d'intolérance systémique à l'effort. C'est un peu long, mais ça met l'accent sur la grande caractéristique de cette maladie. La diminution de la résistance à l'effort. Le fait qu'on ne tolère plus de fournir aucun effort. Il y a des réactions physiologiques complètement inexplicables. On a tellement mal aux os qu'on ne peut pas se lever, comme pendant une grippe. On se sent mou, fiévreux, courbaturé. Avant, j'avais une vie très active. Je travaillais dans la police judiciaire, parfois en horaire décalé. J'allais sur le terrain, je procédais à des arrestations. C'était souvent musclé. Et en privé, j'étais tout aussi dynamique. Tout ça, c'est fini. Il y a 2 ans et demi, Aileen a contracté une mononucléose infectieuse. Depuis, elle vit couchée la plupart du temps et ne va plus que rarement au lycée. Ses parents ne comprennent pas ce qui lui arrive. Elle était tout le temps à se balader, elle sortait avec ses copines. Elle faisait énormément de sport. D'ailleurs, elle s'entraînait ici à la maison. Ça me fend le cœur qu'elle ne puisse plus danser. En tant que parent, on est assez démunis. On ne comprend pas ce qui se passe et on ne sait pas quoi faire pour aider. On essaie de la pousser un peu, du style « Viens avec nous, on sort promener le chien ». Réponse « Je peux pas, j'ai pas envie ». Honnêtement, on est un peu dépassé par les événements. Pour décrire l'effet que produit la maladie, je vais prendre l'image d'une batterie. Une personne en bonne santé se lève le matin avec une batterie chargée à 100% qui se vide au fil de la journée. Le soir, elle va se coucher et la nuit lui permet de recharger sa batterie pour repartir le lendemain. Avec le syndrome de fatigue chronique, c'est très différent. On doit se contenter d'une batterie presque vide qui ne se recharge pas complètement pendant la nuit ou les autres périodes de repos. Il faut se débrouiller pour passer la journée avec des accus déchargés. Notre corps est en permanence sous-alimenté. On manque d'énergie. Sonia Cole, autrefois responsable de communication visuelle, a elle aussi contracté une mononucléose infectieuse. Elle s'en est remise, mais en 2012, une série d'infections virales a eu raison de sa santé. À la longue, notre tournage l'épuise. Elle nous accorde un long entretien, plus tard en visioconférence. Vous pouvez me décrire vos symptômes et me dire comment s'est installée la maladie ?
Au fil des années, les symptômes se sont multipliés. J'avais sans cesse des infections des glandes salivaires ainsi que des otites. En 2015, j'ai été hospitalisée 3 fois pour de gros problèmes intestinaux. L'inflammation des bronches, cette sensation de brûlure dans les poumons ne s'en allait plus. J'ai enchaîné les consultations. En 2016 ou 2017, je me souviens être allée voir un neurologue. Quand il a vu l'épaisseur de mon dossier médical, il m'a dit « Je n'ai même pas besoin de regarder, votre problème est psychosomatique. » Beaucoup de médecins ignorent tout bonnement l'existence de cette maladie, bien que l'Organisation mondiale de la santé l'ait répertoriée dans sa classification internationale dès 1969 parmi les troubles neurologiques. Aujourd'hui encore, les malades font souvent l'objet d'un diagnostic erroné et sont catalogués dépressifs ou malades mentaux. J'ai énuméré tous mes symptômes à mon généraliste et je lui ai expliqué comment je me sentais. Il est resté perplexe et il a mis ça sur le compte de mon estomac. J'ai vu des praticiens de médecine alternative qui n'ont pas pu m'aider non plus. Malgré toutes ces démarches, personne n'a su me dire ce que j'avais. Eileen décide alors de mener ses propres investigations en ligne et découvre les recherches conduites à l'Université technique de Munich et au centre Helmholtz. Nous avons rendez-vous avec Uta Behrens. Elle a piloté au sein du Centre pour la recherche sur les maladies infectieuses une étude de grande ampleur sur la mononucléose. Dans ce cadre, elle a rencontré de jeunes patients qui ne se sont jamais remis de cette infection et ont développé un syndrome de fatigue chronique. Elle a été la première en Allemagne à étudier l'EMSFC chez les enfants et les adolescents. La maladie intéresse de toute façon très peu de chercheurs dans le monde. L'événement déclencheur est le plus souvent une infection ou plusieurs infections de diverses natures. Elles sont en majorité dues à des agents pathogènes viraux, comme le virus d'Epstein-Barr, qui est un herpès-virus, le SARS-CoV-2, mais aussi des entérovirus. Il y a en outre des infections bactériennes ponctuellement. Plus rarement, c'est un accident ou une opération qui fait office de déclencheur. Mais on comprend moins bien ces cas que les infections chez des sujets sains qui développent une réaction immunitaire excessive. Au cours d'une vie, plus de 90% de la population mondiale est infectée par le virus d'Epstein-Barr ou EBV. Il est souvent contracté pendant la petite enfance et peut passer complètement inaperçu. Mais, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes, la contamination peut se manifester sous la forme d'une mononucléose infectieuse. Ces symptômes, fièvre, fatigue, mal de gorge et gonflement des ganglions lymphatiques. La plupart du temps, la guérison est complète. Des complications potentiellement mortelles peuvent toutefois apparaître. Insuffisance respiratoire, lésions ou rupture de la rate, anémie ou encore maladie chronique comme l'EMSFC. En Allemagne, quelques 40 000 enfants et adolescents seraient atteints du syndrome de fatigue chronique. Le diagnostic de la maladie est un parcours compliqué. Il ne repose encore sur aucun biomarqueur. Pour comprendre la raison des douleurs et de l'épuisement permanent d'Eileen, il a d'abord fallu écarter d'autres maladies. Les critères du consensus canadien, qui font autorité à l'international, peuvent aiguiller les médecins lors de ce diagnostic. Ils énumèrent les symptômes suivants: troubles neurologiques et cognitifs, immunodéficience, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, ainsi que troubles du sommeil. Mais l'élément le plus déterminant pour identifier le SFC d'une simple fatigue chronique est le malaise post-effort. À l'issue d'un effort physique ou intellectuel, tous les symptômes dont souffre le malade sont exacerbés et il connaît un pic d'épuisement également appelé crash. 9 mois après l'apparition de sa mononucléose, Eileen obtient enfin confirmation qu'elle souffre du syndrome de fatigue chronique. Un diagnostic clair posé par Uta Behrens.
À l'époque, les initiales SFC ne me disaient absolument rien, comme à beaucoup de gens. Mais au moins, c'était concret. Je savais que j'avais une vraie maladie, que ce n'était pas que dans ma tête. J'étais un peu soulagée. Même si ça restait très dur, ça devenait plus facile à gérer. Mais que faire à partir de là? À ce jour, il n'existe ni médicaments, ni traitement curatif à disposition. On sait tout au plus alléger les symptômes. En plus du traitement symptomatique, qui consiste par exemple à stimuler la circulation sanguine, il est important de bien conseiller les patients. On peut leur recommander des techniques de relaxation et les aider à gérer avec parcimonie leurs faibles réserves d'énergie. Le but est qu'ils ne s'épuisent pas, mais qu'ils continuent à faire quelques exercices ou une promenade quotidienne pour entretenir un tant soit peu leur forme physique. Aylin participe à une étude de grande ampleur sous la direction d'Uta Behrens. L'objectif est d'observer l'évolution de la maladie chez les patients atteints du syndrome de fatigue chronique. Au programme, prise régulière du pouls et de la tension, analyse sanguine, mais aussi tests d'orthostatisme permettant de mesurer les fluctuations de la pression artérielle. Les jambes comme ça, bien. La tête en arrière. Tu n'as pas mal au cœur? Non, mais j'ai la tête qui tourne. Tu préfères t'allonger? Oui. D'accord, on y va. Bonjour Aylin. Je crois que vous avez déjà vu pas mal de choses ensemble. Vous avez interrompu le test, j'ai entendu. Ça arrive, mais on a tes analyses. Cet examen n'est qu'une confirmation. Bien. Quel est le pire de tes symptômes en ce moment, parmi tous ceux dont on a déjà souvent parlé? Qu'est-ce qu'il faudrait traiter prioritairement pour te soulager? Je dirais les douleurs musculaires. Où ça? Surtout dans les jambes, parfois aussi dans les bras. Tu as mal à la tête? Oui, aussi. Et au ventre? Non. Le gros problème avec cette maladie, c'est que les symptômes des patients ne se voient pas, si bien qu'elle est stigmatisée, avec les conséquences qui en découlent pour la recherche et les traitements. La communauté scientifique lui tourne un peu le dos. On a assisté à un petit sursaut de la recherche aux États-Unis, grâce au NIH, les Instituts nationaux de la santé. Ce mouvement qui a commencé là-bas nous permet heureusement de faire un peu avancer les choses ici aussi. Mais ça ne suffit pas, et les financements publics font cruellement défaut. En Allemagne comme en France, l'encéphalomyélite myalgique est très mal prise en charge par le système de santé. La plupart des patients sont laissés pour compte et doivent s'en remettre à l'aide de leur entourage. Obligés d'assumer seuls les coûts de la maladie, ils tâtonnent pour trouver des solutions qui leur conviennent. J'ai tout essayé, mais vraiment tout, parce que j'étais désespérée. Un peu par hasard, j'ai testé un médicament hors indication, c'est-à-dire destiné à traiter une autre maladie. Et dans la foulée, je sais maintenant que j'ai subi un crash. En me renseignant de plus près, je suis tombée encore et encore sur un nom que je ne connaissais pas. Encéphalomyélite myalgique. Je me suis dit, c'est exactement ce que je vis. Elle a lu tout ça et elle m'a dit, « Regarde, ces gens ont la même chose que moi. » Elle m'a fait suivre le texte. Il m'a paru effrayant. En le lisant, l'émotion me suffoquait tellement que j'ai dû sortir de mon bureau. Excusez-moi. Je pensais que ça irait, mais... On peut faire une pause si vous voulez. Oui, je veux bien. Einerseits war ich erleichtert, als ich das gelesen habe und mich darin
D'un côté, j'étais soulagée de me reconnaître à 100% dans ce que je lisais. De l'autre, ça faisait déjà 6 ans que je me battais. Je voyais la perspective d'une guérison s'éloigner et devenir très incertaine. Tout a commencé par une pneumonie il y a environ 9 ans. Dans les semaines puis les années qui ont suivi, je n'ai jamais retrouvé ma santé d'avant. Je me sentais comme un homme de 90 ans avec un déambulateur, incapable de faire plus de quelques pas. Ralf Lipke a lui aussi vécu 2 ans et demi d'errance médicale. Jusqu'à ce qu'un cardiologue l'adresse à la consultation de Carmen Scheibenbogen à la Charité. En 2016, le diagnostic tombe. Encéphalomyélite myalgique. Bonjour, monsieur Lipke, suivez-moi. Asseyez-vous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Ça empire. Mais ça empire lentement. D'accord, vous travaillez encore? Non, je suis en arrêt. Avant, ça allait encore, non? Petit à petit, j'ai cessé d'aller sur le terrain et j'ai été cantonné à l'administratif. Puis je suis passé en télétravail. Mais maintenant, même ça, ce n'est plus possible. Je ne peux plus travailler 8 heures par jour, même avec des pauses. Vous m'avez apporté ces chiffres? Oui, mes anticorps. Chez vous, les valeurs sont très élevées. Elles étaient déjà supérieures à la normale lors de votre première consultation, mais depuis, elles se sont envolées. On pense que ces anticorps contribuent à réguler la motricité et qu'en cas de MSFC, cette fonction est perturbée. En cas d'effort, c'est peut-être pour ça que vos muscles ne sont pas bien irrigués, que vous avez mal et que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Comme c'est aussi ce système qui contrôle l'énergie dont vous disposez, ça explique peut-être même d'autres effets indésirables de la maladie. À ce jour, on n'a qu'une idée parcellaire du fonctionnement de la maladie. On sait que le système immunitaire y joue un rôle important, déjà parce que chez la plupart des sujets, la maladie se déclare après une infection. Celle-ci active le système immunitaire qui ne se calme plus. On pense que c'est ce système suractif et détraqué qui agit, notamment sur le fonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome régule les organes et les tissus du corps qui ne sont pas soumis au contrôle volontaire. Les battements du cœur, la respiration, la digestion et, point important, la dilatation des vaisseaux sanguins. Lorsque le sang a du mal à circuler dans les vaisseaux, cela provoque des douleurs musculaires et perturbe la concentration. Il n'y a pas assez d'oxygène à disposition pour produire l'énergie nécessaire. Les récepteurs β2 sont importants pour la régulation du flux sanguin. Situés dans les artères musculaires, ils sont sensibles à l'adrénaline libérée lors de l'effort physique et aux anticorps. Chez les sujets sains, les vaisseaux se dilatent pour alimenter les muscles en oxygène. D'après les observations réalisées à la Charité, le fonctionnement des anticorps est perturbé chez les malades atteints de SFC et les muscles reçoivent moins d'oxygène. Ici, ce sont les anticorps de Ralf Lipke qui sont analysés. On sait que le patient présente des anticorps contre le récepteur β2. Maintenant, on veut savoir précisément contre quelle partie de ce récepteur. On l'a divisé en 15 petits fragments, fixés chacun sur une bille. Chaque bille s'affiche d'une couleur différente. On voit ainsi que chez ce patient, c'est la partie avant qui réagit, chez un autre, celle du milieu.
Et on compare avec ce qui se passe chez les sujets en bonne santé. Ça va nous aider à mieux comprendre les perturbations du mécanisme d'activation des récepteurs. Dans l'idéal, on espère même que la différence sera assez nette pour permettre d'élaborer un test diagnostique. En attendant, l'intolérance à l'effort des malades et leur régénération musculaire altérée sont évalués au moyen d'un simple dynamomètre qui mesure la force de préhension. Tenez. C'est parti. 1, 2, 3, stop. Allez-y. 1, 2, 3, stop. Au départ déjà, une personne en bonne santé obtient un résultat bien plus élevé qu'un patient atteint de MSFC. Mais l'écart se creuse encore lorsqu'il faut reproduire la même série d'efforts successifs au bout d'une heure. Le sujet sain conserve l'intensité de sa force, le sujet malade, non. Vous êtes épuisé, n'est-ce pas? Lessivé. Je vois ça. C'était un gros effort. Oui, du sport de haut niveau, mais assis. On va regarder ça, monsieur Lipke. Ce n'est pas si mal en fait. Concernant votre niveau de force, vous êtes simplement dans la fourchette basse de ce qu'on attendrait d'un homme de votre âge. Mais un aspect des résultats retient mon attention. Regardez en bas. Le chiffre baisse significativement. Au bout de la 10e répétition, on a 10 kilos de force de moins qu'au début. C'est très frappant. J'ai perdu mon endurance. Chez un homme en bonne santé, on obtiendrait pratiquement le même résultat sur les 10 tests. C'est donc une manifestation de la maladie. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais parmi les patients qu'on suit, vous êtes l'un des moins malades. J'en suis ravi, mais franchement, ça me suffit. En 2016, la maladie a commencé à perturber sérieusement mon quotidien. À l'époque, j'étais marié. Mon épouse était infirmière. Elle était donc habituée à côtoyer la maladie. Mais même elle a jeté l'éponge, et on a divorcé depuis. Le MSFC n'épargne aucun domaine de la vie. On est vendredi 11 septembre. Voilà à quoi ressemble une journée normale pour moi. Il vous manque simplement les verres teintés à travers lesquels je vois la pièce. Je vais mettre mes lunettes de soleil devant la caméra pour vous donner une idée. Voilà. J'ai toujours un parapluie à portée de main pour me protéger les yeux des lumières trop vives. C'est très utile quand je ne veux pas être complètement dans le noir. Le plus gros problème pour moi, ce sont les contrastes. Vous voyez la fenêtre à droite avec le store en bambou? Si elle est constamment dans mon champ de vision, ça m'éblouit. J'ai mal aux yeux. Et si le store reste levé trop longtemps, j'ai l'impression que la lumière me brûle le globe oculaire. Mais le pire, c'est que toute la mâchoire commence à me faire mal. Ça s'est fait insidieusement. Son état s'est aggravé petit à petit et je me suis retrouvé à faire de plus en plus de choses. Au début, elle n'avait pas autant besoin de soins. Elle pouvait se prendre en charge elle-même. Puis son état a continué à se dégrader, elle s'est retrouvée clouée au lit et j'ai dû prendre le relais. Les premiers temps, je me disais que c'était un mauvais moment à passer. J'espérais que la situation s'améliorerait et que Sonia guérirait. Mais elle a compris bien avant moi que c'était loin d'être le cas. Moi, j'ai fait l'autruche. Il m'a fallu plus de temps.
Le prélèvement sanguin d'Aylin est à présent envoyé avec d'autres échantillons à l'université de Würzburg. Il est attendu avec impatience par l'équipe de Bhupesh Prosti, microbiologiste et virologue. C'est passionnant d'essayer d'identifier les infections responsables de cette maladie, à supposer qu'il y ait bien un lien. Si on réussit à prouver au niveau moléculaire comment les infections virales déclenchent l'EM-SFC, ce sera un grand pas en avant pour la recherche. À terme, on pourra alors sûrement trouver un traitement, un moyen d'enrayer la progression de la maladie. C'est lui qui a mis en évidence la corrélation entre le virus d'Epstein-Barr et l'encéphalomyélite myalgique. On a découvert que les virus de l'herpès, en particulier l'herpès virus humain type 6, et le virus d'Epstein-Barr, étaient les plus susceptibles d'être responsables du développement de la maladie. Le HHV6 produit de petits ARN qui peuvent s'attaquer directement aux mitochondries et les fragmenter. On a aussi observé cet effet lors des infections au virus d'Epstein-Barr. On pense donc que cette fragmentation mitochondriale induite par le virus joue un rôle important dans l'apparition de l'EM-SFC. Nos performances physiques et mentales dépendent de minuscules centrales électriques présentes dans nos cellules, les mitochondries. Lorsqu'elles sont saines, elles présentent une structure ramifiée dont le rôle est essentiel dans la production de l'adénosine triphosphate, ou ATP, qui fournit l'énergie nécessaire à tous les processus du vivant. Mais si les mitochondries se fragmentent, leur fonctionnement est altéré. Bhupesh Prosti injecte dans des cellules de culture saine des auto-anticorps provenant du sang de patients atteints de MSFC. Que vont devenir les mitochondries de ces cellules? S'il y a un facteur dans le sérum des malades qui provoque ce dysfonctionnement mitochondrial, il est probable qu'il va aussi perturber les cellules saines et provoquer la fragmentation de leurs mitochondries jusqu'à un certain degré. Après 24 à 48 heures, les premiers résultats confirment l'hypothèse du virologue. Les mitochondries présentes dans les cellules de culture se sont morcelées. Ces mitochondries sont sérieusement atteintes. On voit les petits fragments là. Ils ne sont plus reliés. Dans les cellules saines, les mitochondries sont toujours interconnectées. Celles-ci vont au contraire induire une réponse immunitaire innée plus faible. Elles ne pourront pas lutter contre les infections et produiront moins d'énergie. Leur métabolisme est ralenti. C'est ce qu'on observe chez certains malades d'encéphalomyélite myalgique gravement atteints. C'est une avancée considérable. Voilà qui expliquerait pourquoi les patients atteints du syndrome de fatigue chronique se trouvent dans un état d'épuisement perpétuel. Cette technique prometteuse pourrait même servir à établir le diagnostic de la maladie. On n'est qu'au début de la phase de test. On ne peut pas encore utiliser cette méthode pour le diagnostic, c'est un peu prématuré. Mais on essaie de la développer. Sur les patients gravement malades, on obtient des résultats fiables proches de 100%. Mais chez les patients moins sévèrement touchés, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut encore améliorer la technique. Mais pour aller plus loin, l'argent est le nerf de la guerre. Et en Allemagne, le MSFC n'attire pas les fonds publics. Le laboratoire de Bhupesh Prosti ne peut compter que sur des contributions privées. Le sous-financement de la recherche sur le syndrome de fatigue chronique est un phénomène mondial. Aux États-Unis, par exemple, elle se classe parmi les budgets les plus faibles. Pour 2,5 millions de malades de l'EMSFC, les autorités de santé américaines investissent chaque année 14 millions de dollars dans la recherche.
Pour 1 million de patients atteints de sclérose en plaques, en comparaison, les fonds alloués sont de 100 millions de dollars. Pour 1,2 million de personnes infectées par le VIH, ils s'élèvent à 3 milliards de dollars. À l'échelle internationale, le réseau ME Action se bat pour un meilleur financement de la recherche, la reconnaissance de la maladie et une prise en charge adaptée. Son objectif, sensibiliser à la situation dramatique des malades. Dans son documentaire Unrest, la réalisatrice Jennifer Bree, elle-même atteinte d'encéphalomyélite myalgique, filme des centaines de chaussures abandonnées, symbole de ces millions de patients qui ont disparu de l'espace public. En voyant ce film, j'ai tout de suite eu envie de faire quelque chose, moi aussi, pour prendre le problème à la racine. Avec une dizaine de personnes, j'ai créé l'antenne allemande de Millions Missing et on a organisé les premières manifestations. La situation des malades de MSFC en Allemagne est catastrophique. Ils n'ont aucun accès à des traitements et ils doivent se battre pour tout, ne serait-ce que pour obtenir un fauteuil roulant. En plus, ils sont souvent victimes de stigmatisation grave et de discrimination. C'était une époque exaltante. On avait l'impression qu'on allait faire bouger les choses et changer tout ça, au lieu de subir ce qui nous arrivait. En Norvège, on dénombre au moins 15 000 personnes atteintes de MSFC. Avec leur équipe, Øystein Fluge et Olav Mella de l'Université de Bergen sont depuis longtemps en quête d'un médicament pour soulager les malades. Il y a quelques années, un peu par hasard, les deux chercheurs ont croisé la piste du rituximab, un médicament que prenait un de leurs patients cancéreux souffrant également d'encéphalomyélite myalgique. Voyant qu'au moins 8 patients nous avaient parlé indépendamment des effets de ce médicament sur l'EMSFC, on a décidé d'approfondir les recherches. Notre hypothèse de départ, c'était que le syndrome de fatigue chronique pourrait être une variante d'une maladie auto-immune dans laquelle les auto-anticorps et les lymphocytes B jouent un rôle important. C'est pour ça qu'on a décidé de mener ces observations. Les lymphocytes B sont des cellules immunitaires essentielles de notre organisme. Elles sécrètent des anticorps contre les virus et les bactéries afin de les détruire. Parfois, le processus tourne mal et les lymphocytes B produisent des anticorps anormaux qui peuvent même se retourner contre l'organisme. C'est le cas dans de nombreuses maladies auto-immunes telles que le lupus ou la myasthénie. Les chercheurs de l'Université de Bergen pensent que le MSFC pourrait être elle aussi une maladie auto-immune de ce type. Le rituximab est un médicament qui, en détruisant momentanément les lymphocytes B, empêche l'apparition des anticorps dangereux qu'ils produisent. Dans le cadre de 3 essais de petite envergure, le rituximab a montré des effets positifs dans le traitement de patients atteints de syndrome de fatigue chronique. Encouragée, l'équipe a alors lancé une étude de phase 3 randomisée en double aveugle portant sur 152 personnes. Partout dans le monde, des malades et leurs proches placent beaucoup d'espoir dans ces travaux. Je crois que le pire, c'est de ne plus rien contrôler. Plus on se démène, plus on se débat, et plus notre état de santé empire, comme dans des sables mouvants.
Les anticorps dans le sang des malades semblent jouer un rôle essentiel. Leur présence est-elle un indicateur de l'évolution de la maladie? Et dans ce cas, un marqueur sanguin pourrait-il faciliter le diagnostic? Uta Behrens et son équipe tentent de répondre à ces questions. On demande aux patients atteints d'encéphalomyélite myalgique s'il a contracté le virus d'Epstein-Barr. Si oui, plusieurs points verts doivent apparaître. Ici, c'est le cas. Ce point vert, par exemple, on le retrouve dans certains tests de diagnostic standard. Mais pour savoir si la signature particulière qu'on voit ici est liée à l'EMSFC, il faut qu'on examine un grand nombre de patients. Notre tournage coïncide avec la pandémie de Covid-19. Début 2021, 100 millions de personnes dans le monde ont contracté le SARS-CoV-2, ce nouveau virus redoutable. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, elles sont nombreuses à souffrir encore de séquelles. Et dans certains cas, leurs symptômes évoquent fortement ceux des malades de MSFC. Felix Monfeld, neuropsychologue et musicien, a attrapé la Covid-19 en mars 2020. À ce jour, il n'est toujours pas guéri et souffre de douleurs permanentes, de troubles cognitifs, de désordres du sommeil ainsi que d'épuisement total. Ce week-end-là, ça a commencé à aller vraiment mal. J'ai pensé à une simple fatigue et je savais qu'elle était post-virale. Donc j'ai cherché sur Internet « fatigue post-virale », sans savoir que pour désigner le MSFC, on parle parfois de syndrome de fatigue post-virale. Les symptômes décrits, apparemment sans lien, étaient les mêmes que les miens. J'ai trouvé ça affolant. Je n'aurais pas pu imaginer une maladie aussi horrible, qui donne l'impression aux patients de ne plus exister. On se réveille et on attend de voir quels sont les symptômes du jour. C'est comme une pochette surprise. Aujourd'hui, c'est ça, ça et ça. Ça va peut-être durer 3 jours, et puis qui sait? Les maux de tête vont peut-être s'atténuer, et alors ce sera autre chose, dans cette panoplie inépuisable. À l'issue de la première vague de Covid-19, la gravité de la maladie se révèle peu à peu. Carmen Scheibenbogen ne cache pas son inquiétude. On pense qu'1 ou 2% des malades de la Covid-19, y compris ceux qui contractent une forme bénigne, risquent de développer un syndrome de fatigue chronique. Et quand on voit la dynamique de propagation du virus, on peut craindre sérieusement une recrudescence des cas de MSFC dans le sillage de la pandémie. Beaucoup d'espoir repose sur les épaules des scientifiques du monde entier qui étudient les conséquences à long terme de la Covid-19, comme ceux du laboratoire de Würzburg. Bhupesh Prousti pense que le SARS-CoV-2 n'est pas directement responsable de ces séquelles de longue durée. Selon lui, ce sont les herpès virus latents présents dans le corps humain qui se trouvent réactivés après l'infection au coronavirus et qui conduisent quelques semaines plus tard aux formes de Covid long. Pour le chercheur, le schéma est comparable à celui de l'EMSFC qui se développe de la même façon après une infection virale. Si les caractéristiques du sérum chez les malades souffrant d'encéphalomyélite myalgique sont les mêmes que chez ceux atteints de Covid long, alors les symptômes sont les mêmes aussi. Mais on ne le sait pas. Il n'y a pas de données à l'heure actuelle prouvant que les patients qui ont un Covid long sont en fait atteints du syndrome de fatigue chronique. Pour économiser le peu de force qui lui reste, Felix Monfeld consulte Carmen Scheibenbogen par visioconférence. Il espère qu'elle pourra l'aider à identifier ses symptômes et le conseiller. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. Parmi vos symptômes persistants, lequel est le pire? L'épuisement?
L'épuisement est très présent en ce moment, au moindre effort. Par exemple, je sais que je ne pourrai plus faire grand-chose après notre entretien. Je serai crevé, comme si je n'avais pas dormi depuis une semaine. Je vais m'écrouler comme si on m'avait débranché. Donc vous vous sentez mal en fin de journée après un effort. Mais le lendemain, vous avez récupéré? Si l'effort est de courte durée, ça va. Parfois, j'ai l'impression que, même sans faire grand-chose, je vais passer 2 mois au lit, comme si j'avais une grippe carabinée. J'ai aussi de terribles maux de tête récurrents, comme une migraine, mais qui brûle. Dans ce cas, il faut vraiment vous limiter à des efforts qui ne vous mettent pas dans cet état. Quand vous tirez sur la corde, si le crash dure souvent plus de 14 heures, plus d'une journée, alors ça m'évoque un syndrome de fatigue chronique. S'il est moins long, moins marqué, c'est sans doute une simple fatigue post-virale. On ne sait pas encore si ça a un sens de distinguer les deux. J'ai quitté le lycée et j'ai décidé de préparer le bac à distance, parce que je peux le faire de chez moi. Mon établissement ne m'a pas beaucoup soutenue dans ma maladie. On me demandait de continuer à venir en cours comme avant, ce qui était impossible pour moi. Depuis que je travaille à la maison, ça va beaucoup mieux. La plupart des familles repartent de notre consultation avec une lueur d'espoir. Mais on aimerait voir les patients beaucoup plus tôt. On aimerait que le tableau clinique soit mieux connu. 3 mois après une infection, un malade qui ne se remet pas et qui présente ses symptômes devrait être adressé à un spécialiste et entamer un traitement symptomatique. Je crois que dans la durée, ça réduirait aussi le nombre de cas graves. En 2019, alors que des millions de patients attendent des nouvelles de Bergen, les conclusions de l'étude de 2 ans menée sur le rituximab sont publiées. C'est la douche froide. Le médicament n'a pas produit les effets escomptés. On ne s'y attendait pas. Il peut arriver qu'une étude soit négative, même avec un médicament actif. Mais au vu de notre expérience préalable, on a été surpris de ne même pas observer une tendance qui allait dans le bon sens. Cela dit, dans cette étude en double aveugle, on a donné des doses de rituximab plus faibles que la normale, ce qui a pu avoir une incidence. Faute de financement du secteur pharmaceutique, les chercheurs ont en effet dû diviser par 2 les doses administrées. Ils poursuivent aujourd'hui leurs recherches, notamment sur d'autres médicaments susceptibles d'aider les patients. La banque de 3000 échantillons sanguins fournis par les participants à l'étude sur le rituximab est un atout précieux. Si vous me demandez ce qu'on recherche en priorité, la réponse est un marqueur biologique. Dans beaucoup de cas, le médecin généraliste ou le spécialiste passe à côté de l'EMSFC parce qu'il a du mal à poser un diagnostic. Pour étudier les causes de la maladie, voire mettre au point des médicaments, la communauté scientifique a besoin de financement en urgence. 40 millions d'euros seraient nécessaires rien qu'en Allemagne. Mais récemment, l'État a accordé 3,7 millions d'euros de façon ponctuelle à la recherche sur la prise en charge des patients. Une goutte d'eau dans l'océan. Selon moi, la seule façon de trouver une issue serait de réunir les patients, les cliniciens et les chercheurs dans le cadre d'un même programme.
C'est aux politiques d'impulser cela, en réunissant ces trois piliers. À partir de là, il faudrait, je pense, 5 ou 6 ans pour parvenir à une solution. On a absolument besoin d'une action concertée de ces centaines de scientifiques qui examinent toutes les facettes de cette maladie. De plus, si l'objectif est de mettre au point des médicaments, ça coûte très cher. Il nous faut donc aussi le concours de l'industrie pharmaceutique pour développer des molécules jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Je suis passé par des phases suicidaires, bien sûr. À quoi bon vivre quand on n'a aucune chance de guérir? Même si on débloquait de vrais moyens pour la recherche aujourd'hui, ça arriverait trop tard pour moi, je le sais. Mais en attendant, je continue à tout essayer. Je ne me laisse pas abattre. Si la maladie veut la bagarre, elle l'aura. Il y a tellement peu de gens qui sont prêts à se battre pour nous. On porte un poids très lourd sur les épaules. On se met soi-même la pression, parce qu'on veut absolument s'en sortir. Et puis on fait des plans sur la comète. On sait tous exactement ce qu'on ferait demain, si on était guéri.